Un des principaux problèmes qui freine aujourd'hui la migration du legacy, c'est que la plupart des boîtes qui ont développé beaucoup de logiciels métiers, beaucoup de logiciels legacy depuis des années, ne savent pas toujours ce qu'il y a dedans. Un des pain points qu'on voit tout le temps, c'est des DSI qui ont du legacy mais ne savent pas exactement comment il fonctionne. Ce qu'il fait exactement, le périmètre exact du logiciel n'est pas connu. Parce que les équipes ont changé, parce que c'est un logiciel qui existe depuis 10, 15, 20 ans et qu'ils ne font que de la maintenance à la marge de cette application-là. Et donc la migration est très difficile parce qu'ils doivent la budgéter, l'estimer et commencer à préparer une migration par exemple. Sauf que s'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, s'ils n'en connaissent pas exactement le scope et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ça va être difficile pour eux de migrer, de lancer une migration. Le legacy, il y a une perte de connaissances aussi, il y a peu de développeurs qui ont envie de travailler sur du vieux COBOL, sur du vieux Java, sur des vieux frameworks PHP. C'est difficile à recruter et à trouver des gens qui sont prêts et qui sont motivés à travailler, à maintenir dessus. Et surtout que les technologies changent très rapidement, donc il y a beaucoup de legacy développés sur des technos qui ne sont plus maintenus par des développeurs qui ne sont plus là. Il n'y a plus de connaissances par des spécifications qui ont été mal écrites ou peut-être même inexistantes. Et avec des agents IA, avec Claude notamment, on peut très rapidement comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Oui, mais attention, il n'y a pas que ce problème-là, c'est que aussi ces logiciels-là traînent souvent une dette technique. C'est-à-dire qu'ils ont été développés par couche depuis 10, 15 ans, il y a énormément de règles métiers qui ne sont plus d'actualité peut-être, il y a des façons de faire du logiciel qui n'est plus d'actualité non plus, import, export, tout ce qu'on appelle des ETL ou des systèmes de BI sont souvent intégrés dans le logiciel alors qu'ils ne sont plus dans le logiciel moderne. Et si tu donnes simplement à Claude une très grosse codebase, on a eu le cas, tu donnes 1 million de lignes de code par exemple à Claude Code tout seul, il te sort une documentation hyper précise, hyper bas niveau, donc ça fait 500 pages de doc, c'est super, mais c'est pas exploitable dans l'état. On veut des résumés, on veut une vision fonctionnelle du code et non pas une vision uniquement technique. On veut surtout une vision high level qui nous permet de comprendre déjà c'est quoi les briques, c'est quoi les modules, c'est quoi les interactions avec des systèmes tiers ou internes. Et puis en fonction de là, on peut plonger dans un module spécifique. On peut demander de documenter, de recréer des épiques à partir d'un module existant. On peut par exemple mieux comprendre quelle est la structure de la base de données ou quelles sont les interactions. On génère des sequence flow diagrams pour des interactions avec des systèmes tiers. Et ça, c'est très important. Claude, pour l'instant en tout cas, ça peut changer, ça a une tête de contexte d'une certaine taille, et très rapidement, si on met trop de choses dedans, il se perd un peu les pédales, il oublie des choses, il hallucine sur d'autres trucs. Donc nous, au contraire, l'approche qu'on a avec Retro, c'est d'avoir créé des agents un peu spécifiques qui vont repasser de manière itérative sur le code, sur la base de données, mais aussi intégrer les interviews de développeurs, par exemple, des choses qui sont très intéressantes parce que les gens, soit les usagers de l'application, soit les développeurs, ont une connaissance qui n'est pas forcément toujours facilement intégrable. Et là, on va mélanger à la fois les interviews de personnes, la compréhension qu'on a des fichiers code, une vision high level. Les spécifications aussi. Et les spécifications aussi vieilles soient-elles. Et une fois qu'on fait parfois, on fait générer les mêmes choses, les mêmes diagrammes et les mêmes séquences des spécifications du code, et puis on peut comparer les deux. Déjà, on peut identifier des choses qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas été codées correctement, par exemple, qui n'ont pas été spécifiées correctement, donc les spécifications sont fausses.